Kuma est en roue libre, direction la Terre Sainte de Marie-Joise. Garde transpire le flot en 2 pages de badassitude. Bonjour à tous, bienvenue dans la review du chapitre 1071, qui est juste extraordinaire pour la fin d'année 2022, et va relancer tout un tas d'intrigues parallèles au clash qui se déroule actuellement à Egghead entre l'empereur au chapeau de paille et le Cypher Pole, plus la puissance du QG de la marine. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne. Passez tous une très bonne nouvelle année. Si je n'ai pas l'occasion de vous le dire en message, je le fais maintenant de vive voix. Passons maintenant à la review de ce poulet incroyable que nous a offert Oda et que je vais décortiquer avant de le cuisiner aux petits oignons. C'est parti. L'offensive d'un héros, titre de ce chapitre, s'ouvre sur Kuma qui vole littéralement à travers les cieux, dans un passage qui n'est pas sans me rappeler les planches d'Akira Toriyama, ces personnages de Dragon Ball capables de fendre les cieux sans problème, pour traverser des distances folles, sans sourciller. Une destination qui, et je pensais vraiment que c'était Egghead pour le coup, se révèle être Redport, à la base de Red Line donc, le mur immuable sur lequel va s'écraser l'ancien Shichibukai, sans un mot, sans une expression. Plutôt arrêt sur page. Ici j'ai eu deux visions. À propos de ce que nous a dévoilé Vegapunk, la situation globale sur Egghead, et je me suis dit deux choses. Kuma, même en extrêmement mauvais état, pourquoi est-ce qu'il quitterait Dragon, allié de poids, sans un mot, pour aller s'écraser comme un Airbus sur une tour de contrôle de l'ennemi? Ça n'a absolument aucun sens logique, et je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Pas un mot, pas un objectif qui prend le pas sur l'individu, et le pousse à foncer tête baissée, sans aucune maîtrise de son propre fruit du démon. J'ai émis du coup deux hypothèses à ce sujet, et je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Premièrement, Vegapunk dit à Bonnie dans le même chapitre qu'il lui est impossible de remettre en état le père de la gloutonne tel qu'il était auparavant, pour une bonne raison. Ce même Vegapunk est vu en train de ressortir de la carcasse du robot antique lorsque Luffy le croise pour la première fois sur Egghead. Visiblement, il travaillait dessus dans le but d'en savoir plus sur la fameuse énergie qu'il souhaite exploiter et que je vous avais déjà expliqué dans une précédente review. Je me dis du coup qu'à défaut de restaurer le type d'énergie capable de faire bouger cette immense carcasse, il est possible, c'est peut-être même plus facile, d'intégrer le code source, la programmation de ce dit robot, dans un autre robot plus accessible et fonctionnel. Et oui, Kuma tel qu'on le voit ici n'est peut-être plus le Kuma que l'on a connu sur Thriller Bark, mais une enveloppe cybernétique vide dans laquelle Vegapunk a implanté le code source du robot antique pour le déclencher à un moment clé. Ce moment clé où la marine par exemple a totalement vidé ses forces pour aller affronter de front un empereur des mers, un moment clé où la surveillance de Redline, que le robot avait déjà tenté de prendre d'assaut il y a 200 ans, est au niveau le plus faible possible. J'ai dans l'idée du coup que Kuma va nous reproduire cette fameuse attaque il y a 200 ans et nous montrera peut-être quelles étaient ses réelles intentions, quel était son réel objectif. On peut aussi penser que la carcasse agit bel et bien pour aller sur Egghead, sauver Vegapunk, Bonnie dans un ultime ordre qui le rendrait berserker, mais en n'ayant plus son cerveau de quoi réfléchir, les simples automatismes qui lui permettent de se projeter avec précision vers la destination souhaitée n'ont pas calculé le mur devant lui et qui peuvent le séparer finalement de Egghead. Dans les deux cas, que Kuma soit l'ancien robot réincarné par le code source, etc., ou alors une enveloppe vide, donc avec Kuma complètement KO, il s'écrase sur Egghead, il a plus de contrôle. Quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment que Kuma n'est plus dans ce corps, mais que Vegapunk nous cache bel et bien quelque chose lorsqu'il dit à Bonnie qu'il y a une raison derrière son incapacité à remettre Kuma dans son état initial. Et justement, j'y viens au point suivant. Bon, avant ça, je parle rapidement, très rapidement, sur le Cypher Pole. Lucci qui nous montre un côté très aigri, qui ne reconnaît pas Luffy en tant qu'empereur. Bon, première phase de la défaite, tu denies complètement ce qui t'arrive. Kaku qui troll, Stussy qui n'a rien fait dans le chapitre. Je vous avoue que je vais passer très rapidement sur leurs actions. Ils ont récupéré donc les 4 séraphins, mine de rien, donc quand même un petit respect, mais leurs actions sont très limitées. Mention spéciale du coup à Zoro, Big Chad, ultra grotesque du chapitre, qui va juste s'étirer après sa sieste, mettre son sabre devant le Raikaku de Kaku, qui transpire comme s'il avait couru un 100 mètres,
avant de se faire mêler par le second du Yonko élastique. C'est une pure dinguerie, mais c'est vite expédié. Le point le plus curieux reste l'arrêt momentané du dôme frontière, qui, je le rappelle, empêchait toute intrusion de quelque intrus que ce soit dans le labo de Vegapunk à l'étage. Dans la chronologie du scan, ça se passe comme ça. Vegapunk, devant l'assaut en cours du Cypherpole, demande de l'aide à un allié. Vous remarquerez que l'escargophone qui indique d'ordinaire des traits de visage de l'interlocuteur est intentionnellement mis dans l'ombre pour nous laisser un suspense qui n'est pas anodin du tout. Contrairement à Séraphin, où toute arme que Vegapunk et ses satellites n'auraient pas hésité une seule seconde à envoyer au front, c'est ce qui s'est passé, Edison, le petit robot de poche, nous parle d'un allié qui pourrait être mis en danger s'il se montre pour les aider. C'est bizarre, et ça ressemble plus à un allié indépendant plutôt qu'à une arme sous le contrôle des scientifiques. Pour autant, l'interlocuteur nous dit, donc il répond à Vegapunk en disant « Bien sûr, j'ai toujours été préparé à cet ordre. » Ah là, vous conviendrez avec moi, c'est pas une manière pour un être humain de s'exprimer. Par exemple, si c'était Scopper Gaban, numéro 3 de Roger, de parler comme un asservi ou un type sous les ordres de Vegapunk, il n'y a aucune cohérence derrière. Et si, et je dis bien si, il s'agissait là du véritable allié de Vegapunk, qui a un jour accepté de se porter cobaye du scientifique pour sauver sa fille, sa peau, son royaume, et qui au final avait été libéré des chaînes du gouvernement par le même savant, qui lui aurait transféré sa conscience, son cerveau donc, dans une enveloppe neuve, à la manière des clones de Vegapunk, laissant le gouvernement mondial récupérer ce qui restait de Kuma, sa carcasse modifiée. Oui, je parle de celui qui n'est pas mort, le vrai Bartholomew Kuma, dans un corps neuf, au service de son bienfaiteur, et ce qui explique l'impossibilité pour Vegapunk de remettre Kuma dans le corps en décomposition qui est en train d'attaquer Redline comme un berserk. Kuma est en fait en parfaite santé, selon ma théorie, et s'est caché tout ce temps sur Egghead pour éviter tout danger pour son royaume, pour sa fille, pour les conditions qu'il avait tissées avec le gouvernement mondial. Un allié très puissant, finalement, si c'est bien lui qui emboîte toutes les pièces du puzzle dessiné par Reiichiro Oda, si c'est bel et bien le cas. C'est une immense dinguerie de le voir là, et ça donnerait enfin un sens à la présence de Bonnie sur Egghead, parce que là, à part voir une hystérique qui fait foirer le plan de retraite sans rien écouter, le personnage ne montre pas grand chose. Et c'est là qu'intervient cet allié mystère. Vegapunk lui dit de le sauver. Kuma désactive le dôme frontière pour pouvoir le rejoindre à l'étage et arrête sa fille dans sa course pour tuer le scientifique. Hop, retrouvailles et père-fille, explication et fuite sur le Sonigo en balle directement. Ouais, c'est une full théorie, j'étais grave inspiré, excusez-moi. Ah, disons que c'est Dieu qui donne, quoi. Sauf que là, c'est moi qui vous donne les théories, quoi. On bascule directement sur Kid et sa bande qui arrive sur Elbaf et continue leur quête de l'homme à la brûlure qui n'est autre que Jaguar d'Issoul. C'est Saoul ou Soul d'ailleurs, le bienfaiteur de Robin et coordinateur des géants qui avaient sauvé les livres du Buster Call, dans le but de tout rapatrier sur leur île gargantuesque. Ici, une truite fait la taille de Kaido le dragon, et c'est tout excité que l'on voit Nostas qui est emballé par l'idée de découvrir cette île des géants. Rencontreront-ils Saul qui accepterait de les aider pour les poneglyphes? C'est certainement la seule chose pour le balafré qui n'a pas de troisième œil, ou de Nico Robin pour traduire tout ce chinois algébrique antique aussi facilement. Il reste en course finalement pour le One Piece, parce qu'on arrive à le voir comme Trafalgar Law, ça fait plaisir, parce que bon, sinon il servait absolument à rien, et ça va nous donner l'occasion de préparer l'île des géants en grande pompe pour la suite, Inch'Allah. Usopp, c'est bientôt ton arc. Je vais poser les termes tout de suite sur ces 2 pages. Garp est un patron. C'est un patron parmi les patrons. En 2 pages, pas plus, il arrive à chier sur la marine, à chier sur les empereurs, il arrive à chier sur leurs titres, et il se montre sans aucune autorisation, il vient chercher le J14, le J14 lui dit « Non, faut qu'on aille aider Kizaru », il dit « Hermep, tu montes, on va leur péter la gueule ». Pas loin de Egghead d'ailleurs, pour forcer l'assaut sur la ruche. Et je cite « Battons ces pirates et sauvons le capitaine Kobe ». C'est une dinguerie. Je rappelle que, pour affronter un empereur, donc Luffy, sur Egghead, Kizaru a rempli 53 formulaires à 38, a demandé à Kainu de préparer la paperasse sur une semaine,
Et le mec, il a transpiré des roches volcaniques, à côté des amiraux, qui se cassent le cul pour faire des formalités. T'as Garp et ses couronnes bien grasses, il a un navire, et il y va direct. Kizaru donc demande la patate du QG, Garp il a un navire. C'est pour vous dire le parallèle. Garp un navire, Kizaru 150 vaisseaux. Voilà. Le héros de la marine, qui a pourchassé Roger de son temps, qui dit lui-même qu'ils se sont entretués quasiment de nombreuses reprises, c'est dans le manga, est montré ici un niveau au sommet du monde. On parle de Barbe Noire, on parle de Luffy, Nika, no Jutsu, no dieu de je fais ce que je veux, on parle de Shanks, des empereurs des mers, on parle des Yonko. Soyons réalistes 2 secondes. Garp, seul, avec son bateau en slip, ne peut pas aller sur la ruche, battre Barbe Noire, battre tous les commandants de Barbe Noire, battre la ruche, défoncer les... Ce serait une dinguerie. Ces commandants, non, enfin... J'adore Garp. Honnêtement, je suis de ceux qui veulent le voir à un gros niveau, tu vois. Un peu comme Rayleigh, etc. Mais il faut être réaliste. Autant Rayleigh a stoppé le Yonko sur Amazon Lily, avec la réputation, mais la situation de Rayleigh était qu'il pouvait s'allier à Boa Hancock, au Kuja, et c'était clairement défavorable pour Barbe Noire. D'autant que ces 2 commandants, ses troupes étaient encore pétrifiées, il y avait les Séraphins derrière, et il n'y avait pas un pet de chance. Autant ici, c'est Garp qui va se promener sur le terrain de jeu de Barbe Noire, isolé des autres forces de la marine. Pas d'amiral à la rescousse, pas de troupes, tous les vaisseaux de la marine sont sur Eged, il est en slip avec un bâton, et plutôt avec ses poings. Pour moi, il y a 2 solutions, je vais vous les exposer tout de suite. Donc, soit Barbe Noire qui affronte actuellement l'eau en plein milieu de la mer n'est plus sur la ruche, du coup il n'est pas rentré, ce qui peut permettre une attaque éclair du héros de la marine. Sans toutes ses forces et le Yonko, ça devient carrément jouable, et ça provoquerait les étincelles qui mènent à la bataille royale qui est tissée par Oda pour 2023. Donc deuxièmement, soit Barbe Noire détruit l'eau et le capture, il utilise des pouvoirs de Van pour se téléporter à la ruche, Augur est capable de téléporter une montagne, c'est entièrement jouable, et se retrouve devant Garp. Le début d'un immense bordel qui se profile, Garp seul ne peut pas gagner, c'est scénaristiquement impossible, injouable, parce que c'est un Yonko, commandant, steak frites oignon, enfin y a tout quoi. C'est juste mission impossible. Mais est-ce que Garp était seul face à Rox D. Xebec? Non. Était-il seul face à Shiki? Non plus. Pourquoi? Parce qu'il a toujours pu compter sur ses bros de bataillon. Sengoku le Bouddha, Tsuru la machine à laver, Kong le CPE, j'ai dit ça comme le Cypherpop, mais c'est le CPE du collège, et patron de la marine, dans son bureau avec ses bras qui font 10 fois le tour de taille de ma cuisse. Je suis très sérieux. Si Garp se pointe d'ailleurs, et dit à Aokiji, tu rassembles un gitan au service de ce gros sac, porte tes balls, et foudroie-moi tout ça, Aokiji passe 120% du côté de la guilde des vieux. Les pas de guilde. Et là, on tient un sacré combat de malade entre la génération précédente et l'empereur des mers actuel Barbe Noire et ses commandants. Ce serait une pure dinguerie. La suite nous le dira, pour toutes ces théories que j'ai eu beaucoup de hype à ficeler dans ma tête. Un mot pour la fin de la review. Doll, du G14 Eclipse. Nami, Robin, Hancock en un claquement de doigts. Regardez-moi cette beauté fatale. Ah, je veux bien être à Baride, hein. Je peux faire la serpillière, y a pas de souci. Allez, je vous laisse sur ce, n'hésitez pas à parler de votre ressenti en commentaire comme d'habitude. Encore une fois, une excellente année pour tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss.